Ok, bonjour à tous. On va terminer aujourd'hui l'examen de la philosophie de Hume avant de passer à partir de la fois prochaine au deuxième gros morceau de ce cours, à savoir la philosophie de Kant. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'une part envisager la philosophie morale de Hume. On va voir comment est-ce que Hume essaye de concilier les considérations sur la morale avec son empirisme. Et deuxièmement, voir la philosophie politique de Hume. Je vous fais comme d'habitude un petit rappel avant de commencer. On s'est intéressé la dernière fois à deux choses essentielles. La première, on a envisagé un certain nombre de critiques quant à ce qu'on appelle la phénoménologie de Hume. Hume veut baser toute sa philosophie sur l'expérience, mais on a vu qu'il avait une conception très pauvre de l'expérience, et qu'une manière de critiquer Hume, c'est de dire si tu avais une conception un peu plus riche de l'expérience, peut-être que tu accepterais plus de choses comme la causalité et d'autres choses. Donc ça, c'est un premier angle d'attaque critique qu'on a brièvement esquissé la dernière fois à l'aide de quelques exemples. Et puis on s'est intéressé à la critique humienne de l'identité personnelle. Nous pensons tous être les mêmes aujourd'hui que nous étions la dernière fois. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? A priori, on a envie de se dire, ben c'est facile, il y a notre moi, c'est le même aujourd'hui que la semaine dernière. Hume dit, moi j'ai regardé, et je vous invite à faire pareil, essayez de trouver en vous-même votre moi, la chose que vous êtes, qui serait censée être constante sous la variété des impressions. J'ai rien trouvé. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Hume est assez confiant sur le fait que vous n'avez pas trouvé non plus. Et donc il dit, il faut renoncer à cette idée que le moi, ce serait une substance sous-jacente qui persisterait à travers tous les changements. Qu'est-ce que c'est que le moi? Qu'est-ce que c'est que vous êtes? Qu'est-ce que c'est que je suis? On est juste des faisceaux d'impressions, tout un ensemble d'impressions. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que vous êtes dans votre vie, ben vous mettez ensemble toutes ces impressions à différents moments. Il y a les impressions que vous avez maintenant, il y a les impressions que vous aviez il y a 5 minutes avant de rentrer, il y a les impressions que vous aviez il y a 2 ans, celles que vous aviez quand vous avez 3 ans. Vous mettez toutes ces impressions ensemble, et ça vous dit qui vous êtes. Donc ça, c'est la théorie de Hume en 2 mots, sur l'identité personnelle. Il faut renoncer à l'idée qu'il y a quelque chose de numériquement identique à travers le temps. Qu'est-ce que ce serait quelque chose de numériquement identique? Ça voudrait dire une même substance qui, à T1, à T2, à T3, à T4, serait numériquement la même. Il n'y aurait qu'une seule chose. Hume dit non, il n'y a pas une seule chose qui persiste à travers le temps. Il y a juste un faisceau d'impressions. Et on est des vers spatio-temporels de différentes impressions. Résumé très rapide de ce qu'on a vu la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Tout est clair sur l'identité personnelle. Alors, 2 dernières choses que je veux vous dire sur l'identité personnelle avant qu'on nous passions à la philosophie morale de Hume. Je ne sais plus si je vous ai parlé du rapport entre Hume et Locke sur l'identité personnelle la dernière fois, ou pas. Vous devez savoir. Est-ce qu'on a vu ça ou pas? Non. Alors, pour ceux qui ont suivi le cours sur Locke, Descartes, Locke, Leibniz et Spinoza, vous vous souvenez que Locke, et je crois que quelqu'un d'entre vous avait fait cette proposition lors d'une question la semaine dernière, Locke a une belle théorie de l'identité personnelle. Vous vous souvenez que Locke, c'est le premier des empiristes, il a structuré beaucoup des débats qui viennent ensuite. Locke n'est pas d'accord pour dire que notre identité personnelle, ce serait une forme de substance qui resterait en nous. Il sent bien le problème que va poindre Hume de manière encore plus forte, que si on est empiriste, dire qu'il y a en nous une substance qui reste la même, c'est très suspect. Mais Locke dit qu'il y a une autre solution que de faire appel à une substance continue qui assure notre identité personnelle, c'est de fonder l'identité personnelle dans la mémoire. D'accord? Ça, c'est la grande thèse de Locke.
Qui je suis? Ben, je suis l'ensemble des choses dont je me souviens. Donc, je me souviens que j'étais là la semaine dernière, je me souviens qu'il y a 2 semaines j'étais là, je me souviens qu'il y a 3 semaines j'étais là, vous vous souvenez pareil. Et toutes ces choses-là dont vous vous souvenez, ça constitue votre identité personnelle. D'accord? Ça, c'est la proposition de Locke en quelques mots qu'on étudiera ou qu'on a étudiés selon les différentes avancées de vos cursus. Hume a conscience de ça et il concède que la mémoire, c'est bien une faculté par laquelle on peut faire revenir des images du passé, et que ça va permettre, dans un grand nombre de cas, de produire l'identité personnelle. Vous vous souvenez qu'une des grandes questions, enfin, je ne sais pas si c'est une grande question, mais une question délicate qu'on a étudiée la dernière fois, c'est, il y a mon paquet d'impressions maintenant. Je vous vois maintenant. Il y a le paquet d'impressions de Cyril, qui me voit maintenant, puis qui entend différentes choses. Qu'est-ce qui fait qu'on va lier que moi mon identité va être constituée par mon paquet d'impressions maintenant avec le paquet d'impressions que j'ai maintenant, et pas avec celui de Cyril. Parce qu'a priori, on pourrait lier ces différentes impressions de manière différente, qui vont à travers les personnes. D'accord? Comment est-ce que Hume répond à ça? À l'aide de sa boîte à outils magique, toujours la même. On a nos relations de ressemblance, de causalité et de contiguïté. Donc la perception que j'ai maintenant, elle ressemble plus à celle-là et à celle que j'ai maintenant qu'à celle que Cyril a maintenant. D'accord? Donc c'est ça qui fait qu'on va lier ensemble ces différentes impressions à différents moments. Elles se ressemblent, elles sont contiguës dans l'espace et dans le temps. Et un des facteurs de cette ressemblance, et c'est là, Hume là-dessus concède les choses, un point à Locke, un des facteurs de cette ressemblance, c'est la mémoire. Okay? Je me souviens que ce que je vois maintenant, ça ressemble beaucoup à ce que je voyais juste quand j'étais là. Donc ça va me permettre de construire l'identité personnelle. Ce n'est pas mon identité personnelle. Ce n'est pas la seule manière de construire l'identité personnelle, mais ça en fait partie. Mais dit Hume, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la mémoire pour fonder notre identité personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de choses qu'on intègre à notre identité personnelle dont nous ne nous souvenons pas. Donc vous étiez les mêmes personnes le 9 mars 2017 à 11h30. Okay? Est-ce que vous vous souvenez des impressions que vous aviez le 9 mars 2017 à 11h30? Sauf si je suis vraiment mal tombé et que c'était le moment de la naissance de votre premier enfant, l'anniversaire de votre arrière-grand-mère, je ne sais pas quoi. A priori, vous ne vous en souvenez pas, d'accord? Et pourtant, ces impressions-là, elles font bien partie de ce que vous étiez à ce moment-là, d'accord? Donc, la mémoire, dit Hume contre Locke, ne va pas suffire à intégrer dans l'identité d'une personne la totalité des impressions qui font partie d'une personne. C'est une des grandes objections qui a été soulevée contre Locke. Il y en a beaucoup d'autres. Notre point central ici, c'est pas Locke, même si on en reparlera en philosophie politique dans un instant, c'est Hume. D'accord? Donc on ne peut pas. It will be incumbent on those who affirm that memory produces entirely our personal identity to give a reason why we can thus extend our identity beyond our memory. Donc il incombe à ceux qui soutiennent que la mémoire produit entièrement notre identité personnelle d'expliquer en quoi nous pouvons étendre notre identité personnelle au-delà de notre mémoire. On inclut dans ce qu'on est plus que ce dont on se souvient, et ça, Locke ne peut pas en rendre compte. Ça, c'est l'objection de Hume à Locke. Dernière chose que je veux vous dire sur l'identité personnelle, on l'a touché du doigt la dernière fois, mais c'est un point très important qui va avoir un impact crucial dans la métaphysique, pour la métaphysique post-humienne, c'est que Hume va généraliser son résultat au sujet de l'identité personnelle, à savoir l'identité à travers le temps, à la fois aux objets naturels et aux artefacts, aux productions de l'art et de la nature. Donc de la même façon que nous sommes des vers spatio-temporels, des impressions, un paquet d'impressions à un certain moment, plus un paquet d'impressions à un certain moment, plus un paquet d'impressions à un certain moment, les artefacts, les tables, les objets naturels, les arbres, sont également des faisceaux de qualité. D'accord? Donc c'est pas comme si l'arbre était quelque chose qui persistait à travers le temps. L'arbre, c'est un ensemble de couleurs, de formes, etc. à un certain moment, plus l'ensemble de couleurs de formes qu'il avait au moment précédent, plus l'ensemble de couleurs de formes, etc. qu'il avait au moment précédent. Vous mettez tout ça ensemble, ce grand vers spatio-temporel, ça vous fait un arbre. D'accord? Pareil pour la table. Et on fait, dit Hume, au sujet des arbres, des tables et de nous-mêmes, la même erreur, à savoir que on imagine à tort qu'il y a quelque chose qui garde une identité stricte.
Vous prenez un arbre, vous lui arrachez une feuille et vous faites l'hypothèse qu'il y a une même chose qui est restée derrière. Vous prenez Julie, vous lui apprenez quelque chose de nouveau et vous faites l'hypothèse que, en fait, vous n'avez fait qu'ajouter quelque chose à une même substance qui reste la même constamment à travers le temps. Pareil pour les artefacts, comme les tables. Donc on imagine qu'il y a à tort qu'il y a une identité stricte derrière les choses qui persistent dans le temps. Et Hume est fondamentalement opposé à cette idée-là. Il avance un certain nombre d'exemples pour nous convaincre qu'il ne faut pas attribuer aux objets qui persistent à travers le temps une identité stricte. Okay. Voici les considérations qu'il avance. L'addition ou la destruction d'une petite partie à une masse de matière nous conduit à dire que cette masse de matière reste la même. Donc vous prenez un morceau de pâte à modeler, j'en prends un tout petit bout, vous allez dire oui c'est le même morceau, vous avez pris qu'un tout petit bout. Mais lorsque cette addition ou cette destruction est importante, nous renonçons à l'idée qu'elle est la même. Okay, maintenant, je vous prends la moitié de votre morceau de pâte à modeler, vous dites, ah non, là, c'est plus le même morceau de pâte à modeler. L'argument d'Hume, c'est quoi? C'est de dire, mais ça, c'est arbitraire, en fait. On n'a pas de raison de dire que quand on prend une petite partie, ça reste le même, alors que quand on prend une grande partie, ça reste le même. Okay, donc, il faut renoncer. Vous voyez, c'est tous des arguments qui sont avancés en faveur de l'idée qu'il n'y a pas de chose qui reste strictement la même chose à travers le temps. On est de la même manière enclin à penser qu'un changement important et brutal dans un corps, ça détruit son identité, alors qu'un changement graduel et insensible ne le fait pas. Et là encore, Hume pense que c'est arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que supposez qu'à chaque fois que je vienne en cours, je gagne 1 millimètre. À mon âge, je perds 1 millimètre. D'accord? Je commence à me tasser. C'est juste 1 millimètre, vous ne voyez rien du tout. À la fin de l'année, je faisais 1m90 au début de l'année, je fais 1m80 à la fin de l'année. Si vous comparez, si on vous mettait les films que je mets en ligne du cours à la fin de l'année et au début de l'année, là vous vous dites, oh, mais en fait, ouais, il a perdu 13 cm, mais en fait, vous n'avez pas l'impression de ce changement graduel-là. D'accord? Ça, c'est un changement graduel et insensible. Okay, il y a des histoires pour les enfants avec des tortues là-dessus que vous connaissez peut-être de Roald Dahl, si je me souviens bien. Et ça, on accepte que quand il y a un changement comme ça, je reste la même personne. D'accord? Ça choque personne. Hume dit, supposez maintenant que j'arrive la semaine prochaine, je sois blond, je fasse 1m25, j'ai une petite voix très aiguë et je vous dis que Kant est un génie. Là, vous vous diriez, mais est-ce que c'est la même personne? D'accord? Non, en fait, on l'a remplacé, c'est quelqu'un qui est... Et l'argument d'Hume, c'est pourquoi est-ce que dans le cas d'un changement brutal, on est enclin à dire c'est pas le même, alors que dans le cas d'un changement graduel, on est enclin à dire c'est le même. Il trouve que c'est arbitraire, il dit il faut être cohérent, il n'y a jamais de choses qui sont exactement les mêmes, même les changements graduels sont des changements qui font qu'on passe de quelque chose à quelque chose d'autre. Oui. Donc pour Hume, l'identité personne, enfin, mon identité, ce serait la somme de mes impressions, mais est-ce que ce serait aussi la somme des impressions des autres sur moi? Ah, ce serait joli ça, mais non, alors on va parler un petit peu de sympathie tout à l'heure et de la manière dont qu'il utilise en morale, mais non, votre identité c'est juste la somme de vos impressions à vous et pas des impressions des autres. Je dis ce serait joli parce que Hume, malgré tout, même s'il s'éloigne de Descartes, il est quand même, le paradigme empiriste, c'est quand même quelque chose où on part de notre expérience pour connaître le monde et pour se connaître soi-même. D'autres philosophes, comme Scheller notamment, diront si vous voulez vous connaître, vraiment, déjà, passez pas forcément trop de temps à ces questions-là, mais si vraiment vous voulez vous connaître, demandez plutôt aux autres qu'à vous-même. Ils ont une meilleure idée de vous que cette idée qu'on aurait une connaissance en première personne absolument infaillible et transparente. Oui. Parce que j'ai de la peine à comprendre comment il peut défendre la même théorie d'identité pour les objets. Parce que la Tour Eiffel, par exemple, elle n'a pas de perception. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a une asymétrie. On ne peut pas dire la Tour Eiffel, c'est l'ensemble de ses impressions AT1, c'est pas un animiste, Hume. Hein. Donc elle n'a pas d'impression, la Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel, c'est un ensemble d'impressions, à savoir les impressions de qui? Nos impressions à nous. D'accord? Donc on a plusieurs impressions sur la Tour Eiffel, on a des impressions sur nous-mêmes. Nous, on est l'ensemble de nos impressions sur nous-mêmes, les impressions de la réflexion. Okay, mais Hume inclut aussi toutes les... On a parlé un peu de ça la dernière fois quand je vous parlais des photos, en disant on peut les classer de différentes manières. La Tour Eiffel, vous mettez ensemble, pour savoir ce que c'est la Tour Eiffel, toutes les impressions de tous les êtres humains et animaux, etc., sur la Tour Eiffel, okay, à travers le temps. Et la Tour Eiffel, c'est toutes ces impressions-là.
Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Bon, la Tour Eiffel, c'est un artefact, on peut supposer qu'il y a toujours eu un regard porté sur elle, surtout qu'on la voit. Mais prenez le Mont Blanc. Il y a un moment où le Mont Blanc, il était là et personne ne le regardait. Comment est-ce que Hume fait pour dire quelle était l'identité du Mont Blanc avant que quiconque ait une impression sur le Mont Blanc, hein? Ça, c'est des difficultés pour la position de Hume au sujet de la réalité extérieure. Et voilà, l'idée en général, c'est ça. Tout objet, c'est juste un ensemble d'impressions. Il n'y a rien qui persiste à strictement parler à travers le temps. Et puis dernier argument, dernier exemple que donne Hume pour dire on n'est pas conséquent quand on attribue de l'identité à certaines choses et pas à d'autres, c'est que quand vous avez un bruit qui est fréquemment interrompu, vous dites c'est le même bruit. Donc imaginez, vous avez euh, vous avez quoi? Vous avez un bruit continu comme quoi? Comme un moteur qui de temps en temps s'arrête. Vous dites c'est toujours le même bruit, alors que pour Hume, c'est évident qu'en fait, il n'y a pas d'identité numérique, que c'est différents sons qui se succèdent et qu'on ne peut pas attribuer une même identité à ces différents instants. Alors, je vous dis juste maintenant, pour terminer là-dessus, je vais passer ça. Pour terminer sur ces questions d'identité à travers le temps, parce qu'il faut vraiment qu'on passe à la suite, ça a débouché sur un grand débat en métaphysique, qui est le débat entre ce qu'on appelle endurantisme et perdurantisme. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les endurantistes, qu'on appelle aussi les tridimensionnalistes, sont ceux auxquels s'oppose Hume. À l'époque, on ne les appelait pas comme ça. On ne parle plus ici de personnes, mais d'objets. Ils pensent que les objets... Donc, les deux thèses sont des thèses, j'aurais dû commencer par là, pardon. Les deux thèses sont des thèses sur comment est-ce que les objets persistent à travers le temps. Okay. Si vous prenez maintenant les choses dans le monde, plutôt comment est-ce que les différentes entités dans le monde persistent à travers le temps. Il y a deux manières principales, disent les endurantistes, pour les choses, les entités pour persister à travers le temps. Il y a des entités qui ont des parties temporelles et il y a d'autres entités qui n'ont pas de partie temporelle. Ça, c'est censé être la position par défaut, autrement dit la position de sens commun. Pourquoi? Si vous comparez la différence entre cette séance, ce cours et cette table, il y a quelque chose qui devrait vous frapper d'emblée par forme d'évidence, c'est que ce cours, il a différentes phases temporelles. Il y a la première moitié du cours, il y a la pause, il y a la deuxième moitié du cours. Il y a différentes parties temporelles du cours. D'accord? La table, en revanche, elle n'a pas de partie temporelle. Il y a des parties spatiales de la table, il y a le plateau, il y a les pieds, mais il n'y a pas de partie temporelle. Il n'y a pas la première phase, intuitivement, de la table. Évidemment, la table, elle a une durée de vie. La vie de la table, pour ainsi dire, durée d'existence de la table, a différentes parties temporelles. Mais elle-même, la table, elle est juste, comme disent les endurantistes, pleinement présent à chaque instant de son existence. Pleinement présente à chaque instant de son existence. Ça, c'est la thèse des endurantistes. Il y a deux catégories d'objets qui persistent dans le monde. Il y a les événements, les processus qui persistent en ayant différentes parties temporelles. Ça, ce sont des vers spatio-temporels. Et il y a par ailleurs les tables, les arbres, les personnes qui persistent sans avoir de partie temporelle, mais qui sont entièrement présents à chaque instant de leur existence. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire entièrement présent à chaque instant de leur existence? C'est que si vous n'avez pas de partie temporelle, si la table n'a pas de partie temporelle, ce que vous avez sous les yeux maintenant, c'est toute la table. D'accord? Vous n'avez pas juste une tranche spatio-temporelle de la table. Là, ce que vous voyez maintenant, alors bon, vous ne voyez pas toute la table spatialement, ce que vous avez, j'en ai marre de montrer mon téléphone, ce que vous voyez tous les yeux, ça c'est aussi quelque chose qui n'a pas de partie temporelle, ce que vous voyez maintenant, c'est toutes mes clés. Okay? Vous les voyez en entier. Elles n'ont pas des parties temporelles avant et après. Okay? Tandis que prenez n'importe quelle chose qui a des parties temporelles, comme ma jolie chanson Au clair de la lune, vous avez cette chanson-là, elle a différentes parties temporelles. Il y a un moment, quand vous avez entendu Oh, ben vous aviez juste une partie de la chanson. Puis quand vous avez entendu Claire, oh mon Dieu, il était fou celui-là, vous avez entendu la deuxième partie de la chanson, etc., etc. D'accord? Mais ce que vous avez sous les yeux, ou plutôt sous les oreilles, c'est plutôt juste à chaque fois une partie de la chose en question. D'accord? Ça, c'est la thèse endurantiste en métaphysique. Deux grandes catégories d'objets qui persistent, les uns en ayant des parties temporelles, les autres n'en ayant pas. Qu'est-ce que c'est que le perdurantisme? Ben, c'est la thèse qu'adore Hume, même s'il ne l'appelle pas comme ça, c'est de dire n'importe quoi cette distinction-là. En fait, il n'y a que des objets qui persistent en ayant des parties temporelles. Vous-même, pour commencer,
vous êtes des choses qui êtes juste des vers spatio-temporels. Ce que vous voyez maintenant, c'est pas tout Olivier Massin, c'est juste une tranche spatio-temporelle d'Olivier Massin. Okay, ce que vous voyez maintenant, c'est pas la table, c'est juste une partie spatio-temporelle de la table. Okay, si vous vouliez voir tout Olivier Massin ou toute la table, il faudrait sortir de l'espace et du temps puis contempler l'ensemble des instants de leur existence respective. Donc il n'y a pas de distinction fondamentale entre les tables et les cours, entre les personnes et les matchs de foot, entre je ne sais pas quoi, les avalanches et les poussins, toutes ces choses-là persistent dans le temps en ayant des parties temporelles. D'accord? Donc les perdurantistes ont l'avantage de la simplicité. Hein, c'est une des beautés de la philosophie d'Hume, c'est qu'il y a quelque chose de très simple ici. Rien ne persiste à travers le temps à strictement parler. Il n'y a pas d'identité numérique à travers le temps. Vous n'avez sous les yeux et vous n'êtes que des tranches spatio-temporelles de longs vers spatio-temporels. Bien. Donc vous voyez que la réflexion humienne qui part au départ d'un souci, d'un questionnement avec un souci empiriste sur l'identité personnelle, a débouché sur, c'est pas un petit sujet l'identité personnelle en soi, hein, mais ça a débouché sur quelque chose qui s'est beaucoup étendu, et qui est une thèse qui porte sur toutes les entités qui peuplent le monde, en tout cas les entités qui existent dans le temps. Est-ce qu'il y a des choses qui existent, qui persistent dans le temps de manière autre qu'en ayant des parties temporelles? Et Hume dit non, et tous les adversaires des endurantistes le suivent en disant en fait, si vous allez dans ce sens-là, vous devez postuler des substances, des choses invisibles, de manière à la Aristote, à la Descartes, etc. Et les empiristes ne veulent pas ça. Okay, donc avec ce point de Hume, j'essaie de conclure ça, qui part d'une analyse de l'identité personnelle, débouche sur un grand débat qui va avoir une influence cruciale sur la métaphysique du XXe siècle. Et gardez en tête ce que je vous ai dit ici la dernière fois, quand je vous ai dit pour bien comprendre une façon, je sais pas, oui, je pense que c'est juste une façon pour bien comprendre la métaphysique humienne qui est inspirée de ça, vous pensez toujours à un écran d'ordinateur. D'accord ? Il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans un écran d'ordinateur. Il n'y a pas une même chose qui bouge. Vous regardez Federer, Nadal, enfin on regarde plus ça maintenant, Djokovic, je ne sais plus comment il s'appelle, les autres. Vous voyez une boule, vous avez l'impression de voir une balle blanche, jaune, qui bouge sur l'écran, mais en fait, il n'y a pas de balle jaune qui bouge sur l'écran. Il y a juste des pixels qui s'allument et qui s'éteignent successivement. Il n'y a pas à strictement parler de mouvement sur un écran d'ordinateur. D'accord ? Ça, c'est la thèse de Hume. Okay ? Un écran d'ordinateur, en gros, c'est la manière dont Hume voit le monde. Hein ? Il n'y a pas vraiment de mouvement, il y a juste différentes tranches spatio-temporelles successives qui s'allument et qui s'éteignent. Un peu allusif, mais je pense que c'est une approximation qui vous aide à saisir l'idée générale. Bien, est-ce qu'on est... Oui, Mathéo. C'est juste une réflexion sur l'identité personnelle, mais pour la thèse encore plus radicale que rien ne persiste à travers le temps, j'ai entendu une explication qui serait assez convaincante sur la manière de rendre ça plus plausible, qui est de dire qu'en fait, moi, comme individu, je ne persiste aucunement, mais il y a une partie de moi qui sont encore là. Et ça ne semble pas hyper bizarre de dire que la semaine passée, il y avait une grande partie de moi qui était là. Moi, je n'y étais pas, mais il y avait pas mal de parties qui étaient là. Mais ça, c'est pas la thèse de Hume, okay. D'accord ? Parce que vous pouvez avoir une thèse un petit peu... si vous êtes endurantiste, prenons les clés, c'est plus simple que vous. Mais moi, Mathéo, vous êtes un peu plus complexe qu'un trousseau de clés, non, c'est plutôt un compliment. Vous dire à quelles conditions ce trousseau de clés est le même que la semaine dernière ? Vous pouvez dire, ben si, en gros, il y a les mêmes clés, mais si j'en enlève une, ce sera le même trousseau. Si je remplace celle-là par une rouge, ce sera le même trousseau. Et pouvez vous dire, ce sera le même trousseau tant qu'il y a une forme de continuité numérique qui va rester à chaque étape un petit peu de ce qui est resté avant. Hein, ça, c'est votre suggestion là. Mais vous voyez bien que si vous dites ça, vous faites l'hypothèse qu'il y a des choses qui restent les mêmes à travers le temps. Au moins une partie du trousseau. Il y a au moins une des clés qui est restée le même à 2 instants. Et ça, c'est ce dont Hume ne veut pas, justement. Hein. Hume dirait non, en fait, la clé que vous avez maintenant, il n'y a aucune même partie du trousseau est numériquement identique à la partie que vous aviez précédemment. Et puis, deuxième point là-dessus, sur votre question, Mathéo, qui est une suggestion tout à fait naturelle et qui a été développée dans d'autres contextes, c'est la difficulté, ça va être de savoir quelles sont les parties essentielles que vous pouvez changer ou pas. Okay ? Parce que si vous dites une entité est la même, à chaque fois que vous changez du moment qu'elle garde certaines parties, ben, il suffit que je vous enlève un cheveu et que je le jette dans le lac pour que je dise Mathéo est en train de se baigner, par exemple. Vous voyez, parce qu'on veut savoir quelles sont les parties essentielles des personnes
qui font qu'elles doivent rester pour que la personne reste la même. Bien. Alors, on passe maintenant, on change de chapitre au sujet de Hume et on passe à sa psychologie morale, ce qu'on appelle sa psychologie morale, plus que sa philosophie morale, parce que vous allez voir que ce que Hume veut nous dire sur la morale a principalement à voir avec le type d'états mentaux moraux qu'on peut avoir. Et en 2 mots, pourquoi ce dessin? C'est l'idée que ce très joli montage, l'idée centrale de Hume, c'est traditionnellement, on a accordé un poids très important à la raison dans la morale, et lui va dire non, non, c'est les passions qui sont beaucoup plus importantes dans la morale. Hein. Donc vous avez vu que la raison pour lui, elle a beaucoup moins de pouvoir que ce que disent en matière de connaissances scientifiques et du monde, que ce que peut penser par exemple Descartes. Souvenez-vous ce que dit Hume sur la causalité. Hein, on ne peut pas découvrir la causalité par la raison. L'induction, la raison ne permet pas de comprendre comment ne permet pas de passer de la connaissance du présent à la connaissance du futur. Tout ce que peut nous permettre de connaître la raison, c'est un certain nombre de vérités un peu vides, qui sont les vérités logiques et mathématiques. Mais c'est tout ce qu'il y a. Ce qu'on appelle les vérités analytiques, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ben, en morale, c'est pareil. La raison nous permet de faire un peu, mais pas beaucoup. Okay, beaucoup moins que ce qu'on a pensé. Alors, ça, c'est pour dire les choses de manière très allusive. Il y a 2 grandes questions qui vont intéresser Hume au sujet de la morale. C'est d'une part la question de la motivation morale. Là, sa question, c'est quels sont les états psychologiques qui nous motivent à agir? Pourquoi est-ce qu'on agit? Pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses? Et là, Hume va dire, en fait, la raison, elle joue très peu de rôle pour nous motiver. Et la deuxième question qui va intéresser Hume, c'est la connaissance morale. Comment est-ce qu'on en vient à connaître ce qu'il convient de faire, ou comment est-ce qu'on en vient à connaître ce que c'est qu'une personne ou une action vertueuse? Et là encore, Hume va dire, la raison joue très peu de rôle, ici. Les choses qui jouent des rôles, c'est les passions, les sentiments. Okay, c'est ça qui va vraiment, ce sont ces types d'états mentaux-là qui vont jouer un rôle central, à la fois pour nous motiver à agir, et encore mieux agir moralement, et pour nous faire connaître les choses morales. Donc contre la raison, si vous voulez, posture très anti-rationaliste que Hume va garder, on verra tout à l'heure j'espère, en philosophie politique. Alors on commence par la motivation. Quelle est la question ici? Vous avez certainement entendu parler, quand on parle de morale, c'est une métaphore qui revient souvent depuis la philosophie antique, d'un conflit entre les passions et la raison en matière de motivation. Un conflit qui est du type, il y a les passions, les sentiments qui nous font faire des bêtises, qui nous font manger du Nutella, et puis il y a la raison qui nous dit non, on ne reprend pas du Nutella. Hein, donc c'est la raison qui viendrait dompter les passions et qui nous apprendrait à nous maîtriser. Dans cette optique-là, vous voyez que la raison, elle nous motive. Si ça marche, si vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous êtes motivé à ne pas manger du Nutella grâce à la raison. Okay. Ce que Hume dit, c'est que la raison seule ne peut jamais nous motiver. Autrement dit, c'est jamais le cas que juste une réflexion dans le sens un raisonnement, va vous conduire à agir. Vous avez toujours besoin des passions pour commencer à agir. Excusez-moi, je vérifie juste que... Est-ce que j'arrive à voir ça, que je suis bien en train d'enregistrer, parce que j'ai un doute tout d'un coup. Ah, c'est bon. Voici ce que dit Hume, la raison seule ne peut jamais être un motif à une quelconque action de la volonté. Donc, juste des considérations raisonnables, des raisonnements, ne peuvent jamais vous conduire à agir. Alors, qu'est-ce qui nous conduit à agir? Pour commencer, pourquoi est-ce que Hume dit que la raison seule ne peut jamais nous motiver, nous conduire à agir? Son argument, c'est le suivant. Il y a plusieurs types de raisons. Premier type de raison, on en a amplement parlé. Vous avez la raison qu'il appelle démonstrative, autrement dit, celle qui connaît les relations d'idées, les relations par opposition aux relations de faits, les vérités mathématiques, analytiques, etc. Okay, et là, Hume dit, cette raison-là, elle ne vous motive pas à agir, ça lui paraît assez évident. Si je vous dis 2 plus 2 égale 4,
courez pas, enfin, vous n'êtes pas enclin à faire quoi que ce soit sortir de la salle en courant, vous jeter dans le lac, je ne sais pas quoi. Ouais, c'est pas quelque chose qui motive, d'accord? Qui motive, ça veut dire quoi? Motive à agir. Ça ne veut pas dire que la logique est ennuyeuse. Ok, ça peut vous motiver de faire de la logique. Ça doit vous motiver de faire de la logique, mais c'est une motivation intellectuelle, d'accord? C'est pas quelque chose qui a un impact, dit Hume, directement sur votre comportement. L'autre forme de raison dont parle Hume ici, dont il a montré que ce n'était pas vraiment de la raison, mais là il revient un petit peu en arrière, ce qu'il appelle la raison probable, à savoir la connaissance des faits empiriques. Vous vous souvenez que celle-ci, elle est basée sur l'habitude en réalité, hein, la connaissance du futur sur la base du passé, l'induction. Cette raison-là, elle n'est pas non plus à elle seule capable d'influencer la volonté. Pourquoi? Parce que cette connaissance, c'est typiquement une connaissance causale. Alors, c'est là où l'argument est plus intéressant. Supposez que vous croyez que manger une pomme est bon pour la santé. Okay, parce que vous croyez le témoignage des personnes qui vous l'ont dit, ou parce que vous avez remarqué que par le passé, à chaque fois que vous avez mangé une pomme, ben, ça allait mieux après. Hume dit, même si vous croyez ça, vous n'êtes pas motivé à manger des pommes. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien croire que les pommes sont bonnes sur la santé et à aucun moment désirer être en bonne santé. D'accord? Donc si je vous dis juste les pommes c'est bon pour la santé, puis vous me dites ah mais moi je m'en fiche, j'aime être en mauvaise santé, vous n'allez pas être motivé. D'accord? Vous avez eu cette expérience plusieurs fois quand vous discutez avec des fumeurs, ou vous essayez de vous convaincre vous-même d'arrêter de fumer. Il y a un moment où vous vous dites, ouais, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'intensité de la vie? Ou je ne sais pas. Et voilà. Si ce n'est pas vraiment de vivre jusqu'à 85 ans, je ne suis pas forcément motivé à arrêter de fumer ou à ne pas commencer. Donc, conclut Hume, troisième prémisse du raisonnement d'Hume, pour que le raisonnement soit complet, il n'y a pas d'autre forme de raison. Donc, soit vous connaissez de manière a priori les mathématiques, soit vous avez cette induction, la connaissance causale, il n'y a rien d'autre qu'on peut appeler de la raison. Raisonnablement, la raison est soit démonstrative, soit probable. Aucune des formes de raison existantes ne conduit à nous motiver, donc la raison n'influence pas à elle seule la volonté et les actions. Okay. Donc autrement dit, vous avez beau tout savoir, si vous êtes un être omniscient, et vous avez beau même savoir... alors là, j'ajoute un petit peu... non, vous avez beau tout savoir, on en reste là. Vous avez beau tout savoir, vous ne serez pas encore enclin à agir. Qu'est-ce qui vous manque? Ben, ça ne va pas vous surprendre. Ce qui vous manque pour commencer à agir, c'est ce que Hume va appeler des passions. La raison, ça c'est une citation très célèbre de Hume, la raison est et doit être seulement l'esclave des passions. Vous voyez, comme c'est complètement inversé par rapport à l'idée qu'il faut dompter ses passions à l'aide de la raison pour ne pas manger du Nutella. Hume dit au contraire, non, la raison est et doit être l'esclave des passions. Pourquoi est-ce que Hume dit ça? Ben, il a une théorie très simple qui va avoir un impact crucial sur un grand pan de la psychologie, des sciences sociales, de l'économie après lui, qui est de dire qu'il faut distinguer deux choses. On a d'une part la fixation du but, et on a d'autre part la détermination des moyens d'arriver à un but. Comment est-ce qu'on détermine notre but? Ça, c'est les passions. Okay, c'est ce qu'on veut. C'est pas soumis à la raison, ça. On a envie de certaines choses. Okay, on a envie de Nutella, on a envie d'être en bonne santé, etc. Ça fixe le but. C'est pas la raison. La raison, elle vous dit, une fois que vous avez fixé le but, si vous voulez arriver là, alors, je te conseille de faire ça, ça, ça. Tu veux être en bonne santé, reprends pas de Nutella, mange plutôt une pomme. D'accord? Donc, dans l'optique de Hume, toute l'idée d'un conflit entre les passions et la raison qui devrait dominer, se rendre maître des passions, est totalement erronée. D'accord? Que vous soyez stoïcien, cartésien, toutes ces choses-là sont à mettre à la trappe. En réalité, les passions et la raison font des choses complètement différentes. Et donc, elles sont complémentaires. Si vous voulez agir, il faut savoir d'une part ce que vous voulez, et puis après, il faut vous demander comment vous allez y arriver. On appelle ça la théorie humienne de la motivation. Okay, c'est la théorie selon laquelle une croyance, autrement dit la raison, les croyances ne peuvent pas nous motiver à agir, et pour être motivé à agir, il faut quelque chose d'autre, qu'on appelle parfois un désir, ou un état, qu'on appelle un désir ou un état conatif dans le jargon, qui fixe la fin de l'action.
ok, alors que la croyance détermine le moyen de parvenir au but que vous vous êtes fixé. Donc je mentionne là juste l'existence de la thèse contraire qui est discutée aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de philosophes moraux qui disent non, non, nous on rejette la théorie humaine de la motivation. Si vous avez une croyance évaluative, et pas évaluation, pardon, si vous avez une croyance évaluative, ces croyances peuvent vous motiver à agir. Donc ceux qui sont opposés à Hume, là-dessus que je mentionne parce que ça permet de comprendre ce que dit Hume par contraste, si vous croyez qu'il est bon d'arrêter de manger du Nutella, alors vous êtes motivé à arrêter de manger du Nutella. Okay, même si vous n'avez pas le désir d'arrêter de manger du Nutella. Hume dit sans désir, vous n'êtes pas du tout motivé à agir. Vous êtes juste, vous êtes contemplatif, vous voyez plein de choses, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, mais vous n'avez pas le oomph, comme on dit parfois, la motivation qui vient, qui vous conduit, qui vous pousse à agir. Donc on a besoin des passions, des désirs pour commencer à agir. Alors, question maintenant, c'est de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi ces passions qui nous permettent de fixer nos buts? Eh bien, la réponse de Hume, c'est que c'est les passions directes. Qu'est-ce qu'il appelle les passions directes? Ben, on en a... Pardon, l'ordre d'apparition est mauvais. On en a entendu parler, vous vous souvenez, ça c'est la psychologie humienne. Il y a des perceptions qui se divisent en impressions et idées. C'est les impressions qui sont fondamentales. Ok, tout dérive de là. La connaissance dérive de la perception. Là, on est du côté de la raison. Ici, on est vraiment du côté des passions. Et plus précisément, voir du rouge, ça ne nous pousse pas tellement à agir. Mais ce qui va nous pousser à agir, c'est toutes les passions que Hume appelle directes. Les plus évidentes, ce sont les instincts. Vous avez faim, ça vous pousse à agir. Okay, donc ça, c'est une motivation première pour agir. Et puis d'autre part, vous avez toute une forme d'autres passions directes qui naissent directement de la douleur et du plaisir. Les désirs, les aversions, l'espoir, la peur, la joie, le chagrin. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, vous vous souvenez de la distinction entre les passions directes et indirectes? Il y a un certain nombre de passions de la réflexion qui viennent du fait que vous formez une idée, et donc point d'aller-retour du côté des idées, vous avez une impression, quelle qu'elle soit, ça vous conduit à former une idée, et puis cette idée va en retour poser chez vous une certaine impression. C'était quoi l'exemple que je vous avais donné? Vous imaginez maintenant, ici, on dit tous imaginer un très beau gâteau au chocolat avec du chocolat qui coule sur le côté. Si vous aimez le chocolat, que vous avez suffisamment faim, maintenant ça doit créer chez vous, faire poindre en vous le début d'un désir, d'une volonté de manger du chocolat. Okay, alors, là c'est une volonté qui est dérivée indirectement. Hume dit, au départ, l'origine de toutes nos actions, c'est les passions directes. Les passions indirectes peuvent aussi jouer un rôle, mais c'est les désirs naturels qu'on a, les instincts naturels, nos aversions, nos espoirs, nos peurs, nos joies, nos chagrins, etc. C'est ça qui nous pousse à agir. Alors, une question qui se pose maintenant, qui a été discutée par les philosophes, c'est de savoir s'il y a une raison pratique. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de raison pratique? C'est une grande question depuis Aristote. Est-ce que ça peut être justifié d'agir d'une manière plutôt que d'une autre? Est-ce qu'on peut évaluer des actions comme raisonnables ou comme rationnelles? On peut clairement évaluer nos raisonnements comme raisonnables ou comme rationnels. Hein, ça c'est sûr, vous faites de la logique, vous avez vu qu'il y avait des bons raisonnements, des mauvais raisonnements. Mais même si vous ne faites pas de logique, vous vous rendez compte qu'il y a des bons arguments, de mauvais arguments. Mais est-ce que nos actions elles-mêmes peuvent être évaluées en ces termes? Alors la conséquence de Hume, de la position humaine sur cette question est intéressante. Premièrement, pour Hume, vous n'avez pas de raison pratique en ce qui concerne les buts. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Okay, ça, vous avez vu que ce qui fixe nos objectifs, ce n'est pas la raison, c'est juste les désirs qu'on a. J'ai faim, ça vient. On va voir maintenant qu'il y a peut-être d'autres... ça ne veut pas dire que tous les désirs sont sur un même plan. Il va y avoir des désirs qui auront une plus grande valeur morale que d'autres, mais ils ne sont pas évalués en termes raisonnables pour Hume. Donc, la fixation des buts n'est pas déterminée de manière rationnelle. Par extension, ce n'est pas possible de dire d'une action qui poursuit de mauvais buts qu'elle est irrationnelle ou déraisonnable. Okay, donc si maintenant, ce que je vise dans ma vie, j'arrive tout de suite, ce que je vise dans ma vie, c'est
de faire souffrir un maximum les bébés phoques. Okay, ça, c'est mon but. Maintenant, dès que je vois un bébé phoque, je vais essayer de le faire souffrir un maximum. Vous ne pouvez pas me dire que votre action, elle est déraisonnable. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me dire que mon action, elle est mauvaise sous d'autres points de vue. Mais elle n'est pas mauvaise du point de vue de la raison. Ce n'est pas que je suis en train d'agir irrationnellement pour You. Okay, c'est le but que je me suis fixé dans mon désir. Ce n'est pas évaluable en termes de raison. Oui. Oui. Mais bien, je ne pense pas qu'il. Vu qu'il ne peut pas dire que les buts sont plus ou moins raisonnables, que c'est que les patients qui les fixent, est-ce qu'on peut quand même pas les évaluer a posteriori, après qu'ils aient été fixés Oui, alors. Même si on ne peut pas faire jouer la raison dans le processus relatif. Exactement. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train d'essayer de dire. Vous avez parfaitement raison de soulever le point. L'idée d'Hume, c'est pas vous pouvez poursuivre n'importe quel but, tout va très bien, vous voulez te donner. Okay, ça, c'est pas ça. On peut évaluer certains buts comme étant des buts moraux ou immoraux, et ça, on en parlera quand on va parler de la connaissance morale tout à l'heure, dans un instant. Mais en tout cas, en matière c'est pas la raison qui nous permet de faire ça. Ça va être le sentiment d'avoir un sens, en deux mots, ça va être d'avoir un sens moral qui nous permet de sentir les bons buts. Alors, donc la raison, elle ne nous permet pas d'évaluer les buts qu'on doit poursuivre, mais elle nous permet, semble-t-il, d'évaluer les moyens qu'on emploie. Okay, si je suis la petite cuillère dans le pot de Nutella et je vous dis j'essaye de maigrir, là je pense que ça va marcher, il paraît qu'il faut que je finisse le deuxième pot et normalement c'est bon, vous allez me dire non, c'est pas le bon moyen, d'accord, ça marche pas comme ça, et apparemment là je fais une erreur rationnelle, d'accord, c'est pas juste que je cède à un instinct, c'est que j'ai fait une erreur de diagnostic, j'ai utilisé un mauvais moyen et même un moyen contre-productif pour arriver à mon but. Il y a des moyens qui sont juste pas productifs, si j'essaye de maigrir en imaginant des licornes en tutu, ça ne me fait pas grossir, mais ça ne me fait pas maigrir non plus, d'accord. Mais par contre, essayer de maigrir en mangeant du Nutella, ça, c'est contre-productif. Alors, on pourrait penser que Hume dit directement, bah oui, la raison, elle peut au moins nous servir à évaluer la valeur des moyens. Là, je vous mentionne, il y a un petit débat dans la littérature qui n'est pas inintéressant. Le débat, c'est le suivant, c'est de dire, vous avez ceux qui disent, oui, la raison nous permet au moins, elle nous guide un peu dans l'action parce qu'elle nous dirige vers les bons moyens, par opposition aux mauvais moyens. Donc, autrement dit, la raison, elle a une valeur instrumentale, okay, elle nous guide dans l'action vers l'emploi des bons moyens. Et puis, il y a ceux qui disent non, Hume, il est vraiment sceptique jusqu'au bout sur le fait que la raison ne peut pas nous guider à agir. Tout ce que la raison nous dit, c'est que ça, c'est un bon moyen, mais que si vous n'avez pas le désir d'employer les bons moyens, en plus que le désir d'arriver à votre fin, vous ne ferez rien. Vous pouvez juste contempler, vous pouvez vous dire, ah ouais, ça aurait été le bon moyen de maigrir, je vais en essayer un autre. Je vais manger du Nutella. Et ça, il faut que vous ayez un désir instrumental en plus de la raison instrumentale. Vous voyez, dans cette seconde interprétation, Hume est complètement cohérent à travers, dans son dictum, dans son assertion qui dit la raison est toujours l'esclave des passions. La raison, non seulement elle ne nous fixe pas le but de l'action, mais en plus, même si elle détermine quels sont les bons moyens, pour agir selon les bons moyens, il faut avoir le désir d'agir selon les bons moyens. Si vous n'avez pas le désir d'agir selon les bons moyens, vous ne serez toujours pas sur la bonne voie. Bien, c'est un petit débat que je mentionne comme ça qui permet de comprendre l'opposition entre, d'une part, savoir, raisonner sur le fait que telle chose est un bon moyen, et deuxièmement, la question de savoir est-ce qu'on est motivé à employer ce bon moyen. Bien, donc ce qu'on a vu là, c'est qu'est-ce qui nous motive à agir moralement pour Hume. Fondamentalement, l'idée c'est vous visez, c'est vos préférences, vos désirs qui visent un but, et la raison elle vous dit juste quels sont les moyens pour arriver à ce but. Avant la pause, je rajoute juste une chose, une conséquence importante de cette théorie. Quand on fera au second semestre de la philosophie politique, ou si vous avez fait de l'économie, ce type de raisonnement-là a dû vous frapper par le fait que vous l'avez déjà rencontré ailleurs. Quand vous faites de l'économie, une des règles qui est souvent admise par les économistes, c'est on ne discute pas les préférences des individus, on essaye juste de trouver un système qui satisfait au mieux les préférences des individus. Okay, c'est une forme de libéralisme basée sur la préférence. Autrement dit, qu'est-ce qu'on essaye de faire?
Chacun, vous préférez ce que vous voulez. Vous préférez le hard rock au arabe, vous préférez Bach à Michel Sardou, tout ce que vous voulez, vous faites. Nous, les économistes, on ne s'occupe pas d'évaluer les préférences, mais on essaye de faire en sorte de trouver un système d'allocation des ressources qui fait que le maximum d'individus puissent atteindre leur but. Okay. Vous voyez que ça, c'est exactement le type d'évaluation que propose Hume, en disant, nous, on ne rentre pas dans la discussion des buts des individus. Si vous avez cette intuition qui est au cœur, en tout cas, de certaines versions de libéralisme, on parlera un petit peu de libéralisme avec Locke tout à l'heure, de dire, on ne va pas être paternaliste, on ne va pas expliquer aux gens ce que c'est que les bonnes choses à faire ou les mauvaises choses à faire. À partir du moment où je ne peux pas vous dire, arrêtez d'écouter... d'écouter quoi Arrêtez d'écouter Céline Dion. Je ne vais pas vous dire ça. C'est pas, même si je trouve que c'est pas bien, je vais pas. Non, dorénavant, j'interdis d'écouter Céline Dion. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses où on rentre dans les contraintes qui portent sur le contenu des préférences. Okay, écoutez tous Michel Sardou maintenant. Non, vous allez dire, c'est pas légitime pour un individu d'imposer ce type de comportement à d'autres. Donc, on discute pas les fins et on se demande juste comment est-ce qu'on peut fournir à chacun les moyens d'arriver à ses fins. Ça, c'est un type de raisonnement libéral très courant. On verra que Hume n'est pas un libéral tout à l'heure, il a des aspects libéraux, mais il est fondamentalement un conservateur, contrairement à Locke, mais c'est quelque chose qui a beaucoup marqué le raisonnement en sciences sociales. Vous avez un type de recherche où vous cherchez à ne pas discuter des fins, mais des meilleurs moyens d'obtenir les fins des différents individus, et l'économie, c'est sans doute le domaine saillant dans lequel on essaye de faire ça, ce qu'on appelle la théorie du choix rationnel aujourd'hui. Bien, on fait une pause de 9 minutes, on reprend à 10 parce qu'il faut qu'on ait le temps de finir aujourd'hui la philosophie politique de Hume. Bien. Alors, vous y êtes? On reprend. Ce que je veux qu'on fasse maintenant, c'est, je vais aller assez vite sur la connaissance morale chez Hume pour pouvoir avoir le temps de vous dire quelques mots de la philosophie politique de Hume. Donc, on a vu avant la pause aujourd'hui, à l'instant, comment est-ce qu'on est motivé à agir pour Hume? Toujours grâce aux passions et jamais seulement grâce à la raison. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est de savoir si la raison peut nous permettre de déterminer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. D'accord ? Indépendamment de savoir si elle peut nous pousser à agir. Peut-être qu'au moins elle nous permet de voir les choses qu'il faudrait faire. Puis une fois qu'on voit ce qu'il faudrait faire, on prend un désir qui nous dit ben voilà, fais-les maintenant. Donc la question en général, c'est est-ce que c'est au moyen des idées, autrement dit de la raison, ou des impressions et des sentiments que nous distinguons entre le vice et la vertu, les bonnes et les mauvaises actions? C'est la question qu'on appelle parfois la question du rationalisme moral. Okay? On distingue, on fait des jugements moraux sur les personnes, sur les actions. Qu'est-ce qui nous permet de faire ces jugements-là? Est-ce que c'est un raisonnement? Est-ce que c'est des idées? Ou est-ce que c'est des sentiments? Et vous devinez bien la réponse de Hume, ce sera évidemment des sentiments. De même que la raison ne suffit pas à nous motiver, elle ne nous permet pas de distinguer le bon du mauvais. Quel est l'argument d'Hume ici? Eh bien, il dérive de son argument précédent sur l'aspect non motivationnel de la raison. Première prémisse, la raison n'a aucune influence seule sur nos actions. Deuxième prémisse, la distinction entre le bien et le mal a une influence sur nos actions. Conclusion, donc la distinction entre le bien et le mal ne peut pas venir de la raison seulement. Okay? Donc c'est même pas la raison qui nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Moral distinctions, therefore, are not the offsprings of reason. As long as it is allowed that reason has no influence on our passions and actions, it is vain to pretend that morality is discovered only by a deduction of reason.
Donc du moment qu'on accepte que la raison est impuissante à nous mouvoir, il est vain de prétendre que la moralité est découverte par une déduction de la raison. Oui. Celle-ci? Non. Ah bon, pardon. Pardon? Mais non, je ne vais pas y arriver. Voilà. Ah, donc vous voyez bien qu'il y a deux questions. Il y a une question de savoir qu'est-ce qui nous fait bouger, et il y a une autre question qui est de savoir qu'est-ce qui nous fait agir. Ok. On a vu que ce qui nous fait bouger, ce n'était pas la raison. C'est toujours un désir qui nous tire, qui nous fixe le but. Maintenant, Hume dit, il y a une autre question. On peut se demander, qu'est-ce que je dois désirer? Et là, je vais réfléchir pour savoir qu'est-ce que je dois désirer. Après, je le désire et ça me fait bouger. Ok. La réponse de Hume, c'est non, il ne faut pas réfléchir. Si vous voulez savoir ce que vous devez désirer, ce n'est pas la raison qui va vous aider à faire ça. Toi, tu dis que la distinction entre le bien et le mal a une influence sur nos actions. Comment? D'où est-ce qu'il tire P2? Pour lui, c'est une forme d'évidence ici. C'est évident quand on parle du bien et du mal, ça va changer la manière dont on agit. Et vous voyez qu'ici, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné quelques philosophes, Dancy, Scanlon et d'autres, qui souscrivent à ce qu'on appelle parfois l'externalisme moral, mais le isme n'a pas vraiment d'importance ici. C'est la thèse selon laquelle parfois les croyances peuvent nous motiver à agir. Okay, contre Hume. Et ceux qui souscrivent à cette thèse-là font appel à des croyances évaluatives. Ils nous disent croire que quelque chose est bien, ça nous motive à agir. Okay, donc là, ça c'est une façon de faire face à cette question-là. Si vous admettez P2 ici, si vous dites la distinction entre le bien et le mal influence nos actions, vous pouvez dire ah bah oui, elle influence nos actions parce qu'il suffit d'avoir des croyances à son sujet. Mais Hume a montré avant que, pense-t-il en tout cas, à ses yeux, que les croyances ne peuvent pas avoir d'influence sur nos actions. Donc il est dans l'autre camp où on accepte aussi que la distinction entre le bien et le mal a une influence sur nos actions, mais puisque ça ne peut pas être les croyances, les idées, la raison, ça doit être forcément quelque chose qui est du côté des sentiments, des impressions qui influencent notre connaissance morale. Est-ce que ça va? Ouais. Alors, là je vais aller un petit peu plus vite, mais comment est-ce qu'on peut connaître avoir une connaissance morale maintenant? On a tout un tas d'impressions. Ce n'est pas la raison qui nous permet de nous savoir ce que c'est que les bonnes et les mauvaises impressions. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Hume s'inscrit dans une tradition Shaftesbury-Hutcheson qui va maintenir que la connaissance morale, ça nous vient d'un sens moral. On peut sentir les choses qui sont moralement bonnes et les choses qui nous sont moralement mauvaises. Donc, l'idée, c'est qu'on a une capacité qui est analogue à la perception, qui nous permet de détecter le bien du mal. Comment est-ce que ça marche, cette capacité-là? C'est une capacité qui relève d'un sentiment, du sentiment. Quand vous contemplez la vertu, une action vertueuse ou une personne vertueuse, ça va causer un plaisir spécifique dans l'observateur, disent les partisans du sens moral, dont Hume. Et quand vous contemplez un vice ou une action vicieuse, ça va causer en vous une forme de dégoût ou de déplaisir moral. Donc, l'hypothèse de Hume ici, c'est de rajouter un sens, de dire, au sein, non pas des impressions de la sensation, là on est d'accord qu'il n'y a que 5 sens, la vue, l'audition, l'ouïe, mais des impressions de la réflexion, on a la faculté de sentir la qualité, d'avoir des plaisirs qui répondent aux qualités morales des choses. Donc si vous voyez une situation qui est abjecte, vous répondez affectivement par une sensation de la réflexion, pour Hume, d'indignation. Si vous voyez quelque chose qui est bon, vous avez un sentiment plaisant d'approbation morale. Okay, c'est ces sentiments-là qui nous permettent d'accéder aux valeurs morales et immorales des choses d'après Hume. Okay. Mais il semblerait quand même que des fois on change d'avis par rapport à certaines oppositions morales. Et par exemple, on peut avoir Adrien qui en 2016 il est contre l'avortement et puis il dit non, il ne faut pas, machin. Et après, en 2020, il change d'avis, il se dit ah non, en fait, j'ai changé d'avis et je trouve qu'on devrait avoir le droit de le faire. Et là, il a changé d'opinion morale
c'est son sens moral qui lui a dit deux choses contraires à un temps T1 et à un temps T2 ou... Non, c'est une très bonne question. C'est la question. Alors, on va voir la réponse, enfin, une partie de la réponse dans un instant, mais une question difficile pour nous, c'est si vous êtes un réaliste au sujet des valeurs morales. Vous dites dans le monde, il y a des choses qui sont morales et il y a des choses qui ne sont pas morales. Okay. Un réaliste au sujet des choses morales, il va répondre peut-être que Adrien, il avait bien senti les choses au début et pas bien après, ou à l'inverse, qu'il les avait mal senties puis qu'il a appris à les sentir. Donc il s'est trompé, autrement dit, son sens moral l'a trompé pour commencer, mais il a éduqué son sens moral et maintenant il voit bien les choses. Donc vous avez un critère extérieur pour déterminer ce que c'est qu'une illusion morale par rapport à ce que c'est qu'une expérience morale véridique. Okay. Est-ce que l'illusion morale, c'est le cas où vous voyez une valeur morale qu'il n'y a pas? Vous vous indignez à tort, ou au contraire, vous approuvez moralement à tort quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Mais vous imaginez bien que cette forme de réalisme moral-là, c'est pas quelque chose que Hume va défendre. Il veut pas partir de la prémisse il veut même pas partir de la prémisse qu'il y a un monde extérieur. Alors la prémisse qu'il y aurait des valeurs dans le monde extérieur, il en est loin, d'accord? Donc il va devoir mettre des contraintes sur qu'est-ce que c'est que le sens, le bon sens moral. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut juste avoir... Qu'est-ce qui va nous permettre de distinguer les cas où j'ai une impression d'indignation alors qu'il n'y a pas d'injustice, et des cas où j'ai vraiment une impression d'indignation appropriée. Alors, avant de venir là, juste un instant, donc ces sentiments d'approbation morale, c'est un type spécifique de plaisir qui est distinct du plaisir esthétique. On ne va pas parler de l'esthétique de Hume, mais vous voyez qu'il y a la même question que vous venez de poser au sujet de l'esthétique de Hume. Il y a des plaisirs esthétiques, il y en a qui sont sans doute plus appropriés que d'autres. D'accord ? Si vous trouvez, les gens se braquent trop sur ces questions-là parce qu'il suffit de prendre des exemples triviaux. Si vous pensez que Mozart est un meilleur sculpteur que Michel-Ange, ou si vous pensez que Michel-Ange est un plus grand compositeur que Mozart, il y a quelque chose qui cloche dans votre évaluation de Michel-Ange et de Mozart. D'accord ? C'est des erreurs manifestes. D'accord ? Donc si vous appréciez beaucoup plus la sculpture de Mozart que vous n'appréciez celle de Michel-Ange, il y a quelque chose qui ne va pas dans vos appréciations morales. Même question, comment est-ce qu'on fait pour savoir comment est-ce qu'on fait pour distinguer les bons plaisirs esthétiques des mauvais? Là, Hume va faire appel à l'expertise. En ce qui concerne les sentiments moraux, ça ne va pas être l'expertise, la réponse. Hume va faire appel ici à la notion de sympathie qui va être au cœur de sa philosophie morale. Comment est-ce que Hume comprend la sympathie? C'est la capacité de ressentir les émotions d'autres personnes que nous. Okay. C'est pas que vous sentez numériquement la même émotion, mais vous voyez Matteo souffrir atrocement parce qu'il vient de marcher sur un petit Lego et ça vous fait un petit peu mal à vous aussi. D'accord ? Comment est-ce que ça marche? Ça marche exactement de la même manière que l'inférence causale pour Hume. Vous vous souvenez que l'inférence causale, vous remontez des effets de la fumée à la cause. Okay, vous voyez la fumée, vous dites « Ah, il doit y avoir du feu ». Par habitude, vous ne pouvez pas vous empêcher d'associer l'un et l'autre. Et bien là, c'est la même façon. Vous avez une habitude qui vous permet de remonter de la perception des émotions des autres au fait que vous ayez cette proto-émotion en vous. Elle est toujours un peu moins forte. Vous n'avez pas aussi mal que Matteo quand vous le voyez regarder marcher sur un Lego, mais vous avez un petit peu mal. D'accord ? Ça, c'est la sympathie. De la même façon, vous voyez votre ami qui est triste, et bien vous éprouvez de la tristesse par rapport pour votre ami. Pardon, il y a des fautes que je ne peux pas voir sans laisser. Sans corriger. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de la sympathie à la bonne forme d'approbation morale. Eh bien, l'idée d'Hume, c'est de dire, si vous arrivez à sympathiser avec les personnes d'une certaine manière, c'est-à-dire d'un point de vue général, autrement dit, vous sympathisez avec cette personne, mais aussi du point de vue des personnes qui sont proches de cette personne, sa famille, ses amis, ses collègues, etc., vous allez arriver à voir ce qui est bon pour cette personne ou quelles sont les actions qui sont bonnes de cette personne. Comment est-ce que vous allez voir ça? Et là, la réponse de Hume, elle va nous conduire tout droit à sa philosophie politique, c'est que les choses que vous allez finir par sentir comme bonnes, en ayant cette sympathie que vous généralisez, ça va être les choses qui sont bénéfiques pour les différentes personnes que vous considérez ici. Every quality of mind which is useful or agreeable to the person himself or to others communicate a pleasure to the spectator, engage his esteem, and is admitted under the honorable denomination of virtue
or merit. Donc vous contemplez une personne, vous voyez un de ses traits de caractère, ses qualités de l'esprit, et si vous voyez que cette qualité de caractère ce trait de caractère à laquelle vous arrivez par la sympathie est utile ou agréable à cette personne et aux personnes qui lui sont proches, alors vous vous dites, vous avez perçu le caractère vertueux de la personne en question. Donc regardez, j'arrive tout de suite, regardez Cyril maintenant, vous voyez à quel point Cyril fait du bien aux autres, se fait du bien à lui-même dans toutes ses différentes actions, et vous vous dites, mon Dieu, quel modèle de morale Cyril. Vous regardez Matteo maintenant, vous dites, il enquiquine tout le monde, lui-même il ne se fait pas du bien, vous vous dites, mais c'est le vice incarné, d'accord? Et vous accédez à ces choses-là par sympathie, hein? Vous vous mettez à la place des personnes, vous ressentez leurs sentiments. Mais ça... Yes. Du coup, moi, une question vient simplement sur le cas des personnes sociopathes. Ah. Parce que, du coup, si quelqu'un n'a pas cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent, elle ne peut pas être tenue responsable moralement pour quoi que ce soit. Ah, là vous posez la question de la responsabilité morale, qui est pas encore la question. Ici, on n'est pas en train de se demander à qui on peut blâmer, hein, pour l'instant. On est en train de se demander qui est-ce qu'on peut admirer moralement et qui est-ce qu'on peut ne pas admirer moralement. Que dirait Hume sur les questions de la responsabilité des personnes qui sont dénuées de ce sens moral-là? Vous me posez une colle. On peut penser que politiquement, il aurait un certain nombre de positions qui diraient... je ne sais même pas ce qu'il dirait politiquement. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je vais regarder si je trouve quelque chose là-dessus. Regardez aussi de votre côté. Je vous ai mis les références de faut que je vous mette l'enquête sur les principes de la morale. Non, je ne vous l'ai pas mis en fait. Je vais vous la mettre en ligne. Il faut que je trouve une traduction. Dites-moi si vous trouvez quelque chose. J'ai pas en tête qu'ils discutent à un moment le fait que certaines personnes soient privées du sens moral. Ils pensent que le sens moral peut être basé sur un mauvais exercice de la sympathie, une sympathie pas générale. Donc si vous vous occupez que de l'intérêt d'une personne et pas simplement de toutes les personnes autour de la personne en question, là c'est une manière ça va générer chez vous un sens moral qui va typiquement favoriser juste votre personne, puis vous allez avoir l'impression que vous êtes vertueux juste parce que vous faites du bien à vous, mais ça ce serait une manière pour le sens moral de dérailler, pour ainsi dire. Mais l'absence de sens moral que vous mentionnez là, c'est un bon point. Qu'est-ce que ça donne là? Il devrait traiter ça de manière analogue à la manière dont il traite l'absence d'un sens externe, hein, l'absence d'audition, etc. Sauf que là, il y a la question de la responsabilité qui entre en jeu. Donc, je ne sais pas, mais dites-moi si vous trouvez, je compléterai. Bonne question. Alors, on passe, il nous reste une grosse demi-heure pour passer à la philosophie politique de Hume. Je pense que ça va juste aller, c'est bien. Et pour comprendre la philosophie, donc ça c'était la philosophie morale de Hume. Pardon, juste pour conclure là-dessus, vous voyez que la philosophie morale de Hume, et c'est une des grandes forces et caractères admirables de la philosophie de Hume, c'est qu'il y a une énorme cohérence. Il part de cette notion d'empirisme, j'y arrive tout de suite, il parle de cette notion d'empirisme, et il en tire les conséquences pour tout, pour la métaphysique, pour l'épistémologie, pour l'esthétique, on ne va pas en parler. Il en tire des conséquences pour la morale également. Tout doit être basé sur l'expérience, et notamment un crédit qui est très limité, qui est accordé à la raison, qui ne nous délivre que des vérités analytiques. Oui. Mais en fait, si du coup, ces personnes qui, si par exemple, ils rencontrent quelqu'un et ils connaissent son cheval, etc., et que pour moi, ces actions elles sont moralement correctes et bien, est-ce que une personne peut avoir un avis différent et comment juger si c'est pour lesquelles. Oui. Alors, la version que je viens de vous présenter de la théorie morale, donc la question que vous posez, c'est différentes personnes ont une évaluation différente d'une même situation ou d'une même personne, lesquelles ont raison. D'accord ? Il y a deux grandes réponses à ça. Une première réponse, c'est dire elles ont toutes raison. Ça, c'est la réponse relativiste, en disant on ne peut pas savoir s'il y en a une qui a raison, l'autre qui a tort. Et puis vous avez une réponse non relativiste, qu'on appelle parfois objectiviste, qui disent non, il y en a forcément, les deux ne peuvent pas avoir raison, les deux peuvent avoir tort, mais en tout cas, les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. La manière dont je vous ai présenté Hume ici, c'est de dire, Hume il appartient plutôt au second camp, parce que l'idée de baser sa sympathie sur une abstraction, une généralisation, où on veut savoir si Cyril il fait vraiment du bien à lui-même et aux personnes qui sont autour de lui,
Là, à ce moment-là, si je développe cette forme de sympathie-là, j'aurai le sentiment moral approprié. Il semble y avoir une réponse objective à ça. Est-ce que Cyril fait effectivement du bien autour de lui? Si j'ai l'impression, à tort, que Cyril fait du bien autour de lui, alors qu'en fait, il cause de la détresse partout, j'aurai, moi, une évaluation morale de Cyril qui sera positive. Vous pourriez avoir une évaluation morale de Cyril qui sera négative. Et là, vous auriez raison. Hein, parce que vous avez mieux vu que Cyril, en fait, fait du mal, même s'il donne l'impression d'être quelqu'un qui fait du bien, en fait, il fait du mal. Donc, moi, je vous ai présenté cette interprétation d'Hume, que je pense être l'interprétation principale et qui correspond clairement au souci d'Hume. Il n'a pas envie d'être de ce côté relativiste où on peut vouloir dire tout le monde a raison, et c'est pour ça qu'il passe à cette idée de on évalue une action morale en fonction de est-ce que les personnes font du bien aux autres. Okay. Mais pour être honnête, je dois aussi vous dire que il y a beaucoup de débats sur l'interprétation de la philosophie morale de Hume, et certains vont plus dans le premier sens que j'ai introduit suite à votre question, de Hume qui serait plutôt un relativiste ou un subjectiviste en matière morale et qui nous fournirait aucun critère objectif pour savoir s'il y a des bons ou des mauvais avis en matière de morale. Voilà. Je botte un peu en touche, mais c'est à ma connaissance les débats qui existent, un des débats importants qui existent au sujet de la philosophie morale de Hume. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la philosophie morale de Hume? Bien. Alors, philosophie politique de Hume, ça va être la beauté aussi de la philosophie politique de Hume, vous allez voir, c'est que de la même façon qu'il va étendre son empirisme à la philosophie morale, il va étendre son empirisme à la philosophie politique. Toute connaissance part de l'expérience, donc c'est fondamentalement les impressions qui sont notre point de départ, et il va falloir faire ça en matière de philosophie politique. Alors comment est-ce qu'on fait le pont? Quel est le rapport? Pour bien comprendre ça, c'est très utile de partir du premier des empiristes, officiellement, il y a peut-être Bacon avant, mais quand on parle de la tradition empiriste, en philosophie, on fait remonter, on considère souvent Locke comme étant le point cardinal, parce que, ici comme sur d'autres points, Hume va beaucoup se situer par rapport à Locke, auquel il va s'opposer. Donc Locke, c'est un défenseur, c'est considéré comme le père de ce qu'on appelle le libéralisme classique en philosophie politique. Donc c'est le père des empiristes, mais c'est aussi le père du libéralisme classique. Qu'est-ce que c'est en 2 mots que la théorie de Locke? On l'a vu pour certains, c'est la théorie suivante. On part tous dans l'état de nature, dans un état de nature qui ne va pas si mal. Hein, c'est pas du tout Hobbes, Locke, c'est pas quelqu'un qui considère l'état de nature comme un état de violence, parce que dans l'état de nature, on a des lois naturelles, il y a des droits naturels, on a tous les mêmes droits. Et donc, la nature nous procure un ensemble de droits, à chacun nous procure les mêmes droits, les mêmes libertés. Le seul problème avec cet état de nature, c'est qu'il n'est pas, complètement sûr. Donc, si jamais Noémie se jette sur mon ordinateur et me le prend, qu'elle arrête de respecter mes droits, là, j'ai pas beaucoup de recours. Donc, en général, les gens sont plutôt bien dans l'état de nature, sauf quand il y a des personnes comme Noémie qui viennent tout d'un coup bousculer ce bel équilibre naturel, enfin, potentiellement bel équilibre naturel. Donc, il y a une sécurité qui est très précaire. Et ça conduit les individus à se regrouper en communauté politique et à consentir chacun à céder une partie de leur liberté à un autre individu ou à un gouvernement. Okay. Le point important ici, c'est le consentement. Pour créer une autorité politique, dans la théorie de Locke, et c'est ce qui à la fois crée et légitime une autorité politique, on consent à donner cette autorité politique à une personne. D'accord ? Donc, pour éviter que Noémie nous vole des choses, on va tous consentir. Et par ailleurs, on vole aussi des choses à Noémie, parce que Matteo est aussi un voleur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était vicieux, donc il vole aussi des choses à Noémie. Donc les deux sont un peu embêtés, ils aiment bien voler, mais ils se font piquer des trucs. À l'arrivée, on va se dire, on va tous consentir pour donner une partie de notre pouvoir à Mélina. On va dire, maintenant, on consent à ce que vous nous imposiez un certain nombre d'obligations, d'interdictions, de manière à ce qu'on puisse assurer un certain ordre social. D'accord ? Et notamment, on va dire à Mélina, occupez-vous de punir les personnes qui volent. Nous, on est d'accord de renoncer à une partie de notre liberté, de notre pouvoir de voler aux autres, à condition que vous empêchiez les autres de nous voler. Ça, c'est la théorie contractualiste de Locke en 2 coups de cuillère à peau, mais le point central, c'est que
l'autorité politique trouve son origine et sa légitimité dans le consentement des individus. On est d'accord avec ça. Et vous voyez net d'emblée l'inspiration libérale de Locke. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un d'autre sans aucune raison. Si maintenant je vous interdis quelque chose sans la moindre raison, ça ne va pas. Je ne peux pas vous contraindre sans justification. La question c'est, l'État nous contraint, le gouvernement nous contraint. Qu'est-ce qui justifie l'État à nous contraindre? Une réponse la plus évidente, c'est qu'on a été d'accord. Prenez la même chose avec votre coach sportif, on en voit tout le temps là qui prennent un coach pour 1 heure pour aller faire des exercices au bord du lac. Il y a des coachs qui vous engueulent et qui vous disent quoi, t'as pas fait ta pompe, comment est-ce qu'un individu peut forcer un autre à faire des choses aussi horribles? La réponse elle est très simple, c'est que on est d'accord. Le client du coach a dit d'accord, pendant 1 heure je ferai ce que tu me dis. Même modèle pour Locke, pour la communauté politique. Alors, difficulté centrale pour Locke, vous l'avez peut-être déjà vu venir, on en parlera plus amplement quand on fera de la philosophie politique au second semestre, c'est, nous vivons tous maintenant sous un État qui n'est pas un État horrible, on a même plutôt de la chance de vivre dans un État et un ensemble d'institutions politiques telles que celles qu'on connaît en Suisse, mais malgré tout, ils nous imposent un certain nombre de choses dont on ne veut pas forcément. Parfois, ils nous prennent des impôts pour payer des musées qu'on n'aime pas ou des matchs de foot qu'on n'aime pas. On peut se dire « Ah non, moi, j'aurais pas voulu payer mes impôts. » Ils nous interdisent de faire certaines choses, de sortir les poubelles le mardi plutôt que le jeudi, etc. Au nom de quoi est-ce que les différentes communautés, les différentes institutions politiques nous imposent ces obligations-là? Réponse de Locke, vous avez consenti. Franchement, vous avez consenti? Non mais John, attends. Jamais, moi j'ai signé, je suis né en Suisse, ces obligations elles me sont tombées dessus. À aucun moment, j'ai dit, bien sûr, oui, j'accepte toutes ces conditions parce que je veux être un membre, je veux créer cette communauté politique. On se retrouve pris dans des obligations auxquelles on n'a pas consenti. Locke est bien conscient de ce problème-là, et sa grande réponse, qui est une belle réponse, à première vue en tout cas, c'est de dire, oui, mais vous avez consenti tacitement. Qu'est-ce que ça veut dire, consentir tacitement, pour Locke? La réponse de Locke, c'est de dire, oui, vous avez consenti tacitement. Si vous n'étiez pas content d'être obligé de sortir vos poubelles le jeudi plutôt que le mardi, si vous n'étiez pas content que vos impôts financent le stade de la Maladière et le musée d'histoire de l'art, c'était toujours possible pour vous de quitter le canton de Neuchâtel. Le fait que vous restiez, ça vaut comme un consentement tacite des obligations qui vous sont imposées. Si vous restez, c'est que vous êtes d'accord. Donc, votre présence est la marque de votre consentement implicite. Voici ce que dit Locke. On distingue communément entre un consentement express et un consentement tacite. C'est Locke, hein. Je fais une parenthèse Locke pour revenir à Hume après. On distingue communément entre un consentement express et un consentement tacite, et cette distinction fait un autre sujet, est utile pour nous. Personne ne doutera, je pense, que le consentement express de quelqu'un qui entre dans une société ne le rende parfaitement membre de cette société-là et sujet du gouvernement auquel il s'est soumis. Donc si vous consentez expressément, explicitement, il n'y a pas de problème. La difficulté est de savoir ce qui doit être regardé comme un consentement tacite et jusqu'où il oblige et lie, c'est-à-dire jusqu'où il peut être censé avoir consenti et s'être soumis à un gouvernement, quoiqu'il n'ait pas proféré une seule parole sur ce sujet. Ça, c'est la question. À quelles conditions on va dire que quelqu'un a consenti tacitement? Réponse. Je dis que tout homme qui a quelques possessions, qui jouit de quelques terres et de quelques biens, qui est de la domination d'un gouvernement, donne par là son consentement tacite et est obligé d'obéir aux lois de ce gouvernement tant qu'il jouit des biens qui y sont renfermés, autant que puisse l'être aucun de ceux qui s'y trouvent soumis. Si ce qu'il possède est une terre qui lui appartienne et à ses héritiers, ou une maison où il n'est à loger qu'une semaine, ou s'il voyage simplement et librement dans les grands chemins. En un mot, s'il est sur le territoire d'un gouvernement, il doit être regardé comme ayant donné son consentement tacite et comme s'étant soumis aux lois de ce gouvernement-là. Donc vous êtes à un endroit, vous y restez, que ce soit parce que vous y habitiez ou parce que vous passez en voyage. Quand vous y êtes, vous acceptez les obligations qui sont là. Donc vous avez une belle théorie au départ. C'est étrange de comprendre pourquoi quelques individus ont un pouvoir de forcer quelques autres à agir d'une certaine manière. C'est ce que fait l'État. Ça, c'est le problème de la légitimité de l'État. Réponse de Locke, il n'y a pas de problème pour la légitimité de l'État parce qu'on y a tous consenti, soit explicitement, soit tacitement, en restant sur le territoire ici. Donc ça, c'est la thèse de... oui, Dieu, comment ? Ça passe quoi, par exemple,
ce contrat qui a été fait, Ouais. prenons l'exemple qui a été fait avec certaines conditions, ça passe quoi si les conditions changent de ce contrat? Donc j'ai signé pour faire A, B, C, mais du coup on fait D, F, G. Si vous avez signé au départ pour une communauté politique, vous dites, vous signez par exemple pour un État minimal au départ, hein, où vous dites, moi je rentre dans un État, mais l'État s'occupe juste d'assurer la sécurité, et puis petit à petit, l'État prend en charge d'autres choses, politique culturelle, politique d'éducation, politique sociale, etc. Puis là, vous dites, mais moi j'avais pas signé pour ça en fait, moi j'étais prêt à payer des impôts pour assurer la sécurité, mais pas pour payer les musées. Là, la réponse de Locke, c'est de dire, si au bout d'un moment ça devient trop insupportable, pour vous, le poids de l'impôt par rapport à ce que vous voulez, partez à Glaris ou je ne sais pas où, dans un canton où les impôts sont plus légers. Mais si vous restez là, c'est que vous êtes toujours d'accord avec ça. D'accord. Donc, c'est pas juste le consentement. Le consentement pour Locke, c'est pas juste la signature que vous avez expressément apposée en bas du contrat. Hein, parce que ça marche pas pour les raisons manifestes qu'on n'a pas tous signé un contrat. Le consentement, c'est le fait, pour Locke, en étant à un endroit, vous acceptez les règles des institutions politiques de cet endroit-là. Okay, vous consentez tacitement à ces règles-là. Ça, c'est la thèse de Locke. Alors, je vous montre, je vois que vous froncez les sourcils. Moi aussi, je fronce les sourcils. Et je pense que vous sentez peut-être le type d'objection que Hume va faire à Locke. Donc, Hume va arriver, dans ce contexte-là, il va faire deux grandes objections à Locke. Donc, je vous ai présenté le libéralisme de Locke, il y a des droits naturels. On sort de l'état de nature par un consentement, par un contrat qui donne la légitimité à une autorité politique. Première objection de Hume à Locke, tu nous parles de consentement tacite, mais en fait, il n'y a rien d'un consentement ici. Okay, le consentement tacite, le consentement par la présence, dans la théorie de Locke, ce n'est pas un consentement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un consentement ? Je vous donne deux citations qui vous font voir l'agacement de Hume par rapport à la proposition de Locke. Il y a promesse tacite lorsque la volonté est signifiée par d'autres signes plus diffus que ceux de la parole. Je demande ce que c'est un consentement ou une promesse ici tacite. Mais il doit certainement y avoir une volonté dans ce cas, et celle-ci ne peut jamais échapper à la personne qui l'a exercée, même si elle est silencieuse ou tacite. Donc il peut y avoir des promesses tacites. Vous voyez le problème qui intéresse Hume, c'est qu'est-ce que c'est qu'une promesse tacite ? La personne vous dit rien et vous dites elle a consenti ou elle a promis tacitement. Vous ne voulez pas mettre dans sa bouche n'importe quoi, je peux pas. Vous dites rien maintenant, puis je peux vous dire que vous m'avez promis de me payer une bouteille de Bourgogne. Ah non, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on peut attribuer tacitement à quelqu'un le fait d'avoir fait une promesse ? Eh bien, il faut, dit Hume, que la personne l'ait voulu. Mais si vous demandiez à la plus grande partie de la nation si elle a jamais consenti à l'autorité de ses gouvernants, ou promis de leur obéir, elle serait encline à penser très étrangement de vous. Elle vous répondrait certainement que l'affaire ne dépend pas de son consentement, mais qu'elle est née pour une telle obéissance. Donc vous allez demander aux différentes personnes, demandez-vous à vous-même, est-ce que vous avez jamais consenti, même tacitement, vous allez dire non, moi je suis né dans un endroit où il y avait ces obligations, je suis tombé là-dedans, c'est pas du consentement, c'est l'endroit où je suis né, puis c'est des obligations qui me sont tombées dessus sans que j'y ai consenti, pas même tacitement. Donc ça, c'est la thèse générale de Hume, et plus précisément sur le consentement tacite, et c'est là où la critique de Locke, la première critique de Locke est la plus forte. Locke dit il suffit d'être à un endroit pour consentir aux règles, aux lois de cet endroit. Voici ce que dit Hume. Peut-on sérieusement dire qu'un pauvre paysan ou un artisan a le libre choix de quitter son pays alors qu'il ne connaît ni langue ni mœurs étrangères et qu'il vit au jour le jour du petit salaire qu'il acquiert ? Nous pourrions tout aussi bien affirmer qu'un homme, en restant sur un navire, consent librement à la domination du capitaine, bien qu'il ait été transporté à bord pendant son sommeil, et qu'il doive sauter dans l'océan et périr au moment où il le quitte. Donc qu'est-ce que dit Locke ? Locke vous dit, vous consentez aux lois de l'état dans lequel vous êtes à partir du moment où vous restez. Okay ? Si vous restez, c'est que vous êtes d'accord, sinon vous n'avez qu'à partir. Et Hume dit, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire que partir quand vous êtes né dans un endroit où vous ne connaissez pas la langue à côté, vous ne connaissez pas les mœurs à côté, vous connaissez votre famille, vos amis ne sont pas dans notre pays, c'est pas une option partir, d'accord ? C'est pas comme si on était parachuté sur Terre et qu'on vous dirait je vais prendre plutôt ce pays avec ces lois-là plutôt que cet autre pays avec ces lois-là. Non, vous naissez dans un endroit et il y a un coût important du départ que ne prend pas en compte la théorie de Hume, d'où la célèbre métaphore de Locke, pardon. D'où la célèbre métaphore de Hume.
Ce que nous dit Locke, c'est la même chose que si vous êtes en plein milieu de la mer, on vous a embarqué pendant votre sommeil sur un bateau, vous avez un capitaine horrible qui vous le fait tous les matins dire vous lavez le pont, vous épluchez les patates, et puis tout d'un coup vous vous rebellez, vous dites écoutez, il n'y a aucune raison que vous m'imposiez toutes ces obligations. Puis le capitaine vous dit alors, excusez-moi, moi je vous laisse totalement libre. Hein. Si vous n'êtes pas content, ben, vous sautez. Allez-y, moi c'est pas je suis vraiment une autorité parfaitement légitime, d'accord? Donc Locke pense que cette histoire, Hume pense que cette histoire de consentement tacite contre Locke est quelque chose qui ne correspond pas du tout à la situation dans laquelle se trouvent les individus, pour la raison que Locke a oublié quelque chose de fondamental. Et là, je vais vers la deuxième critique de Hume. Locke a oublié quelque chose de fondamental, à savoir que les individus naissent dans un endroit, ils naissent avec des attaches dans un endroit. Avec des attaches dans un territoire, des attaches au territoire, aux cultures, aux personnes qui sont autour d'eux. Et pour eux, quitter un endroit, à la langue, quitter un endroit, et ben, ça a un coût très important et que parfois, vous vous dites, ben, je reste là, même si je ne suis pas d'accord avec les obligations légales qui me sont imposées, ce serait bien pire pour moi de partir. Donc, bon an, mal an, je reste dans l'endroit où je me trouve. Donc ça, c'est la première critique de Hume à Locke. Il y a une critique normative, vous voyez hein, pourquoi c'est normatif? Parce que Hume dit à Locke, c'est pas juste dans l'histoire. On n'a pas envie de dire que la personne qui est forcée de rester dans un endroit sous une domination injuste, elle est là parfaitement libre et qu'elle consent à cette domination. La deuxième critique de Locke, elle n'est pas normative, c'est une critique qui a trait à la cohérence de Locke. Et là, on va revenir à l'empirisme. Hume pense que la philosophie politique de Locke, donc dans son deuxième traité du gouvernement civil de 1690, a complètement abandonné l'empirisme que Locke professe dans son essai concernant l'entendement humain. Pourquoi est-ce que Hume pense ça? Ce que Hume diagnostique chez Locke, c'est le fait que dès qu'on parle de philosophie politique, on a abandonné tout fondement dans l'expérience. Pourquoi? Locke, c'est quelqu'un qui nous parle d'un contrat original que personne n'a jamais vu, qui nous parle d'un consentement tacite que personne n'a jamais vu, qui nous parle d'un état de nature que personne n'a jamais vu, enfin peut-être les gens de l'époque, mais on ne le connaît pas par témoignage, qui nous dit que dans cet état de nature, il y a des lois de nature, des droits naturels, que chaque individu a la même liberté, chose qu'on n'a jamais vue, mais qu'on est censé... Comment est-ce qu'on sait ça? Dit Locke. Eh ben, c'est des droits naturels qui sont fondés dans la raison que chaque être humain peut consulter. Locke, notre ami empiriste, quand il s'agit de philosophie politique, comment est-ce qu'on sait ce qu'il y a? Ben, il faut regarder dans notre raison et on contemple le fait que chaque être humain a des droits naturels. Vous imaginez bien que pour Hume, qui veut être un empiriste jusqu'au bout, les bras lui en tombent. Comment ça? Je pensais qu'on était dans le même bateau, John. Tous les deux, on voulait tout fonder sur l'expérience. Et soudain, quand tu parles de philosophie politique, tu nous dis, ah ben maintenant, par ma raison, je vais contempler le fait qu'on ait tous les mêmes droits naturels, que l'égalité. Pour Hume, c'est une trahison totale de l'idéal empiriste de départ. Rien de tout ça, de toute la philosophie politique de Locke ne vient de l'expérience. Locke, dès qu'il rentre dans la philosophie politique, tourne complètement le dos à l'expérience et il embrasse une philosophie politique que Hume et d'autres après lui vont qualifier de rationaliste. Il fonde la réflexion politique sur la raison. Donc vous réfléchissez de manière abstraite, vous dites tous les êtres humains ont les mêmes droits, et puis de là vous déduisez des principes politiques qui s'appliquent toujours et partout. Hume, c'est quelque chose qui lui fait horreur, pour la raison que je viens de vous dire. Donc non seulement Locke justifie le fait de dire à quelqu'un « t'es libre ou alors jette-toi à l'eau », mais en plus il abandonne les idéaux empiristes. Ce que Hume propose pour sa part, c'est de dire il faut tourner le dos à ce libéralisme de Locke, qui est fondé entièrement sur la raison, et il nous faut une théorie politique qui soit fondée sur l'expérience. Okay. Et plutôt que d'essayer de justifier l'autorité de l'État sur un consentement hypothétique en faisant référence à un contrat originel que personne n'a jamais vu, on va essayer plutôt de voir comment on peut justifier l'autorité de l'État, de la contrainte de ceux qui ont le pouvoir,
en faisant appel à l'expérience, et en particulier à l'expérience que nous communique l'histoire. Je vais passer cette citation-là que je vous laisserai consulter. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est, on a vu la philosophie en deux mots politiques de Locke, philosophie libérale, rationaliste, et qu'on appelle contractualiste, où la légitimité du pouvoir politique est fondée sur un contrat, c'est-à-dire le consentement des différentes parties prenantes. La première chose que Hume rejette suite à ces deux critiques, c'est qu'il rejette le contractualisme de Locke, et donc ce qui lui incombe maintenant, c'est de répondre à la question, si le gouvernement a une légitimité et qu'elle ne vient pas du consentement, d'où vient l'autorité du gouvernement? Le gouvernement vous dit sortez pas vos poubelles le mardi, de quel droit? C'est pas parce que vous avez consenti à cette règle, donc comment est-ce qu'il est, pourquoi le gouvernement est légitime à faire ça? Le deuxième aspect de la critique de Locke, c'est que de Huméenne de Locke, c'est qu'on rejette le rationalisme de Locke, l'idée qu'on peut déduire des principes politiques d'une réflexion rationnelle, et donc il va falloir fonder la légitimité du gouvernement, du pouvoir politique, sur autre chose que sur des préceptes de la raison. Il va falloir le fonder sur l'expérience. Là encore, Hume renoue avec son empirisme. Donc la question, les deux questions qui s'imposent à nous maintenant, c'est comment est-ce qu'on va concilier ces deux contraintes? Comment vous pouvez légitimer l'État sans faire appel au consentement, et comment vous pouvez expliquer la légitimité du gouvernement en vous appuyant sur l'expérience? Comment est-ce que va faire Hume, à votre avis? Je vous le donne en mille. Quel est l'outil qu'il va utiliser, qu'il affectionne plus que d'autres, que tout autre? Chaque fois qu'il a un problème, il sort la même carte de son chapeau. Oui? Il va regarder. Il va regarder, oui, mais un peu plus que ça. Il y a toujours... En fait, en regardant le monde, ça donne les différentes situations historiques et ça permet de voir lesquelles ont le mieux fonctionné en fonction des préférences des individus qui ne le disent pas. Oui, c'est pas mal, mais pourquoi est-ce que... Oui? L'habitude. Hein? L'habitude, c'est toujours la clé pour Hume. Hein? L'habitude, on voit des choses qu'on associe tout le temps, et puis on finit par s'habituer avec mes principes d'association. Et c'est ça, c'est toujours la réponse au défi sceptique de Hume, c'est toujours la même chose. On croit certaines choses, on se rend compte que si on est empiriste, on doit y renoncer. Donc on croit que contrat originel, droit naturel, etc., consentement, si on est empiriste, on doit renoncer à ça. Maintenant que j'ai tout détruit avec mon bulldozer sceptique, qu'est-ce que je vous donne à la place? Eh bien, c'est toujours pareil, il y a l'habitude. Alors comment est-ce que l'habitude, ça va marcher en théorie politique? Ce que Hume va défendre, c'est une forme de conservatisme politique. Qu'est-ce que c'est que le conservatisme politique? De Hume, il y a deux éléments ici. Le premier élément, c'est que c'est l'habitude qui va nous conduire à accepter les institutions politiques plutôt que le consentement. Donc vous naissez dans un contexte, dans une situation où un certain nombre de contraintes vous sont imposées par le pouvoir politique. Ces contraintes-là, vous n'y avez pas consenti, pas même tacitement, mais à force d'y être soumis, vous vous y habituez et elles deviennent comme quelque chose de naturel. Vous les acceptez par défaut, pour ainsi dire. Mais ces habitudes, on voit, ça vient des choix qu'on a fait, ces choix, ils viennent pas de la raison. Non, donc les habitudes que vous avez, ici vous êtes habitué à être soumis à un certain nombre d'obligations. D'accord? Sortir les poubelles le jeudi. Vous le faites la première fois, vous le faites en grinchant, vous ne comprenez pas pourquoi, ça m'arrangerait de l'argent, etc. Vous le faites, puis finalement, vous êtes habitué à sortir vos poubelles à chaque fois le jeudi, et puis vous n'y pensez plus, c'est quelque chose qui s'est imprimé, donc vous avez une obligation qui vous est tombée dessus, qui n'avait pas forcément de légitimité au départ. C'est peut-être en plus objectivement débile de vous faire sortir les poubelles le jeudi, peut-être qu'il y aura une meilleure façon d'organiser leur ramassage, on n'est même pas en train de discuter de ça, mais dans tous les cas, vous vous pliez à cette obligation une fois, deux fois, trois fois, et puis par habitude, vous finissez par prendre le pli des obligations qui vous sont imposées. D'accord? Donc il n'y a pas la raison ici, c'est juste vous êtes forcé de le faire, si vous ne le faites pas, vous avez des sanctions qui peuvent être physiques, financières, peu importe. Oui, c'est l'habitude qui pousse quand même à faire le choix de sortir les poubelles tous les jeudis, parce que si je ne le fais pas, ça peut m'amener à d'autres mauvaises choses, et ça donne ma raison qui me dit que c'est bien de le faire par habitude. Alors, la raison a toujours un petit rôle à jouer pour Hume, mais là, au fond, ce que vous faites, c'est
un calcul coût-bénéfice. Vous dites, si je ne sors pas ma poubelle, je vais avoir, si je sors ma poubelle le mardi plutôt que le jeudi, je vais avoir une amende. Cette amende, si elle est de 40 francs, c'est OK, j'ai assez d'argent, puis ça m'arrange de sortir la poubelle le mardi. Là, donc, vous choisissez de violer la loi librement. Ou alors, vous vous dites, non, non, 40 francs, c'est trop, moi, j'ai pas envie de payer 40 francs, je vais la faire le mardi. Dans les deux cas, vous faites une comparaison coût-bénéfice. Qu'est-ce que c'est qu'une comparaison coût-bénéfice, comme ça? Pour Hume, vous avez effectivement la raison qui va rentrer en jeu pour contrebalancer la valeur de l'un et de l'autre. Mais à l'arrivée, cette raison ne suffit pas parce que ce que vous devez avoir, c'est ne pas vouloir payer 40 francs et vouloir sortir ma poubelle le mardi. Ça, c'est des désirs. Hein. C'est toujours ce qui meut, c'est toujours le sentiment pour Hume. C'est toujours les impressions directes de la réflexion. Ça, c'est des désirs. Donc, effectivement, la raison vous aide à sous-peser le pour et le contre, mais à l'arrivée, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ça, c'est vraiment les sentiments qui vous disent ça. Ça va? Oui, non, alors, Thierry. Hume laisse complètement de côté la question de l'origine ou du fondement de l'autorité de l'État, donc ne répond pas vraiment à la question à laquelle elle avait répondu. Alors, c'est bien pour l'instant, on a juste une explication de pourquoi est-ce qu'on se plie aux règles du plus fort. Vous pourriez vous dire, on dit, ben voilà, vous avez quelqu'un qui est arrivé avec des pistolets, il a mis la tente de tout le monde. La première fois, ça nous a fait horreur. Petit à petit, on s'est plié à l'habitude de cette obligation. Ça ne nous dit pas pourquoi c'est bon. Ça nous dit juste, on s'y est fait, et c'est plutôt une théorie de la soumission à l'autorité, soumission volontaire à l'autorité. Il y a tout, comme vous le savez peut-être, c'est un grand phénomène psychologique qu'on retrouve dans tout un tas d'études empiriques. Donc c'est ça qui commence à faire Hume. C'est comment est-ce qu'on s'habitue à l'autorité, on finit par s'y faire, mais ce n'est pas la réponse à la question de la légitimité. On va voir dans un instant comment est-ce qu'il va, en tout cas, esquisser quelques points pour aller dans ce sens-là. Oui. Oui, vous expliquez du coup les crises et les ruptures, justement, qui les défaillances vis-à-vis des autorités politiques. Comment est-ce qu'il explique qu'elles soient possibles? C'est ça? Alors, là encore, vous me posez une colle. Il est clairement opposé à ces ruptures. C'est un conservateur, il pense qu'on ne doit pas avoir de rupture politique, que c'est trop dangereux. Comment est-ce qu'elles apparaissent? Sa réponse, elle serait sûrement purement contingente. Au bout d'un moment, vous avez un certain groupe, un certain personne qui a accumulé suffisamment de pouvoir pour imposer son pouvoir aux autres. Et puis, s'il désire comme ça, peut-être qu'il agit irrationnellement. Enfin, irrationnellement, on a vu que c'est pas le... Il n'y a pas d'action directement irrationnelle, mais peut-être qu'il agit de manière non morale et qu'il va imposer ça aux autres. Ça arrive. Ça, il prend plutôt ça comme un donné. Ça arrive. Okay. La première fois où ça arrive, on trouve ça injuste. Et puis, petit à petit, on finit par s'habituer. Est-ce qu'on voit ça, c'est pas aussi un décalage dans les habitudes entre les habitudes que les gens prennent et les habitudes qui ont été qui sont institutionnalisées? Et qu'après, il y a une tension et puis ça... Alors, il peut, mais les attitudes institutionnalisées, c'est les habitudes que les gens ont prises en général. Hein. Donc là, on serait supposé qu'on est dans une situation où on sort tous notre poubelle le jeudi, vous prenez le pouvoir, vous dites dorénavant, au début on n'était pas content avec le jeudi, puis on s'y est fait. Vous prenez le pouvoir, vous dites dorénavant c'est le mardi. Ah, on n'est pas content avec vous, mais vous avez des gros muscles et des pistolets, donc on se dit ok, on sort les poubelles le mardi. Au début ça nous embête, et puis finalement on s'habitue. Okay. Donc c'est comment s'accommoder, c'est un bon terme que vous venez d'utiliser, comment on s'accommode à la contrainte. Hein. Donc lorsqu'un nouveau gouvernement s'établit, il tire toujours son pouvoir d'un mélange de force et de consentement. Hein. Par exemple, Hume, donc, il cherche les origines plausibles du pouvoir politique. Il dit des choses qui sont... vous savez qu'il a écrit une longue histoire d'Angleterre en au moins une dizaine de volumes en français. Je n'ai jamais regardé l'édition originale. Il connaît l'histoire, il s'est intéressé beaucoup à l'histoire. Et il remarque qu'une des constantes en histoire, c'est que c'est souvent des chefs de guerre qui prennent le pouvoir. Donc des personnes qui, sur le champ de bataille, ont fait la preuve de leur courage, de leur valeur. Et après tout, après la guerre, quand on retrouve la paix, ces personnes prennent le pouvoir. On n'a pas consenti à ce qu'elles aient le pouvoir. On peut avoir de l'admiration pour elles. On trouve plutôt bien qu'elles aient le pouvoir parce qu'elles ont montré qu'en cas de conflit, elles savaient faire les choses. Mais a priori, ce n'est pas un consentement à la loc. Et ces personnes-là, qui souvent prennent le pouvoir, l'exercice de leur pouvoir, ça va être un mélange, dit Locke, de force et de consentement. C'est pas comme si c'était juste des gens qui vous forçaient. Non, vous les aimez bien. Ils ont gagné la guerre. Si vous pensez à général de Gaulle en France, il a gagné la guerre. Ça ne veut pas dire qu'après vous êtes content avec tout ce que fait. Enfin, il a gagné la guerre. Il a participé de manière importante à la victoire de la guerre.
dans la Seconde Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire qu'après vous êtes d'accord avec tout ce que va faire le général de Gaulle. Il va peut-être vous imposer un certain nombre de choses, un monopole sur les médias, ou je ne sais pas, que vous allez contester. Mais malgré tout, l'habitude et le fait que vous ayez un certain type d'admiration pour lui fait que l'exercice de ce pouvoir est supportable. Donc, ce type de pouvoir qui est accepté, il n'est pas accepté uniquement par le consentement, ça c'est l'objection à Hume, il est accepté par l'habitude et par d'autres raisons comme celles que je viens de vous mentionner. Voici ce que dit Hume ici. Alors, décidément, je n'aurai pas fini, mais on verra après la réponse à la question de la légitimité la prochaine fois. Je terminerai cette diapo. Lorsqu'un nouveau gouvernement est établi par quelque moyen que ce soit, le peuple en est généralement mécontent et obéit plus par la crainte et par la nécessité que par l'idée d'allégeance ou d'obligation morale. Okay. Donc, oubliez la notion de consentement, vous avez un nouveau gouvernement, en général, vous obéissez juste par crainte. Le prince est vigilant et jaloux et doit soigneusement se prémunir contre tout début ou apparence d'insurrection. Le prince, de son côté, qui n'est pas aimé, il se méfie des révoltes. Le temps, par degrés, supprime toutes ces difficultés et habitue la nation à considérer comme ses princes légitimes ou natifs cette famille qui n'est pas la même que les autres. Et petit à petit, ces gens qui sont arrivés au pouvoir de manière totalement illégitime finissent par être acceptés par la nation, le temps faisant son œuvre, on s'habitue à cette autorité-là. D'accord ? Ce qu'on verra la prochaine fois, c'est comment est-ce que, apparemment, ici on a 2 points. J'ajoute encore une dernière chose. On est parti de la question, comme vous l'avez soulevé, de la légitimité politique. Ça, c'est une grande question de philosophie politique. Certains pensent la principale. Comment se fait-il qu'il soit légitime pour certains de contraindre d'autres ? Jusqu'à maintenant, Hume n'a pas répondu à cette question-là. D'accord ? Il nous a juste expliqué comment est-ce qu'on finissait par s'accommoder d'un pouvoir politique. La question qui nous reste à traiter, on le fera en début de prochaine séance, c'est de savoir, est-ce que Hume pense qu'il n'y a pas de légitimité politique ? Okay ? Est-ce qu'il est juste cynique à l'égard de la politique ? Est-ce qu'il dit juste, vous pensez tous qu'il y a de la légitimité politique, mais en fait, vous n'avez aucune raison de le maintenir, parce que le consentement n'existe pas, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'habitue à des contraintes qui nous sont imposées. Ou est-ce qu'on peut malgré tout essayer de sauver la notion de légitimité politique ? Ce que va faire Hume, je vous vends un petit peu la mèche, pour maintenir une autre histoire de la légitimité du pouvoir de l'État de manière plus spécifique. Merci pour votre attention, et très bonne semaine à vous tous.